Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire du club utilisateur du baromètre de la science ouverte. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est l'édition 2025 du baromètre, avec notamment un focus sur le Works Magnet qui va vous permettre de constituer des corpus de jeux de données et d'avoir des indicateurs. Donc, je ne vous présente plus nos intervenants, mais si quand même Anne Loth et Éric Jean Girard du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche qui vont animer ce webinaire. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Bonjour, merci Laetitia. Donc, ce qu'on va faire là cet après-midi, d'abord, je vais vous présenter, je vais faire la même présentation que celle que j'ai déjà faite un peu en copie de Sciences Ouvertes et puis en SPSO, Secrétariat Permanent des Sciences Ouvertes. Donc, peut-être que certaines d'entre vous l'ont déjà vu, mais comme ça, on partage exactement les mêmes informations avec tout le monde. Et dans un deuxième temps, on fera un point plus spécifique pour entrer plus dans le détail du mode de fonctionnement du Works Magnet, en particulier sur le repérage des jeux donnés dans les entrepôts. Et donc c'est Anne qui présentera ça. Et puis on finira avec un petit peu les perspectives de travail pour nous, sur la partie baromètre de la science ouverte. Je vais partager mon écran. Hop. Voilà. Donc bon, je vais commencer déjà par vous présenter les résultats nationaux. Donc l'indicateur, un des indicateurs principaux en tout cas qu'on suit dans le baromètre, c'est le taux d'accès ouvert aux publications. Donc on regarde les publications avec une affiliation française et un DOI Crossref, donc paru en 2023, et en 2024, on regarde à quel pourcentage est-ce qu'elles sont en accès ouvert. Donc le taux global qu'on obtient, c'est 67%. Donc on voit qu'il y a une légère hausse par rapport à l'an dernier. En fait, si on regarde avec les chiffres après la virgule, c'est plutôt 1,5 point d'augmentation. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'on atteint une sorte de plateau quand même, hein, sur le taux d'accès ouvert. Après, on va voir par discipline aussi, hein, et donc cette plateauification, donc on la constate au niveau national et on la constate aussi en fait dans pas mal d'établissements. Je n'ai pas fait toute la liste, mais donc chacun pourra voir que c'est un phénomène à l'œuvre quand même à peu près partout. Si on regarde par discipline, donc bon là, pour rester positif, on présente l'évolution globale depuis 2018. Donc là, l'évolution, elle est importante dans toutes les disciplines. Et on peut voir notamment qu'il y a des disciplines qui partaient d'un taux d'accès ouvert assez bas, comme la chimie, et qui ont gagné quasiment 50 points d'accès ouvert aujourd'hui. Donc c'est une énorme progression. Par contre, si on avait fait le même graphique d'une année, de l'année dernière à cette année, on aurait vu quasiment une stagnation sur quasiment toutes les disciplines. Donc le plateau, la très faible hausse qu'on voit au niveau national, c'est très similaire à discipline par discipline. Éric, excuse-moi, je t'interromps Oui, un instant. Il y a des remarques dans le chat. C'est très bizarre. Il y a une partie des personnes qui voient ton support, moi je le vois bien, et d'autres qui ne le voient pas. ah mince, Euh, alors. Alors, je vais essayer d'arrêter. J'arrête le partage et je vais le refaire. Voilà, Désolé. éventuellement. Hop. Euh, Ah bah du coup j'ai perdu, je crois. Ah mince, pardon. Oh, c'est pas grave. Voilà. Alors voilà, moi je le vois de nouveau, sans Alors, on problème. fait comment? Par applaudissement, qui voit mon écran? Bah, Si quelqu'un ne le voit pas, dites-le dans le chat. Ah, quel- mince, quelqu'un qui dit toujours pas, toujours pas. Alors là, ça c'est une première. bah, je peux partager le lien si vous voulez, parce que de toute façon c'est public, il n'y a pas de problème. Ah bah oui, tu peux Je peux faire faire ça et puis ça. je dis à quel slide je suis. Ouais, parfait. Parce qu'en tout cas, oui, il y a pas mal de gens qui voient bien, donc. Euh, alors,
J'ai partagé l'URL dans le chat. Oui, Normalement, c'est bien avec le lien, reçu. c'est public. Comme Super. ça, donc, bon, même si vous voyez pas l'écran, au moins vous avez le support. Et donc là, je suis à la slide numéro 3 où on observe les différences disciplinaires donc, qui restent marquées. Et par contre, ce que je disais aussi, c'est que dans chaque discipline, il y a finalement un plateau aussi qui s'observe. Voilà. Ah, juste, bon, je vais compléter un tout petit peu le discours là-dessus. Euh, j'ai pas de slide, mais donc une première remarque aussi, c'est quand on regarde la contribution de des deux voies, on va dire voie via éditeur ou via archive ouverte, ce qu'on voit, c'est que la contribution côté éditeur, elle continue d'augmenter. Donc la dynamique là-dessus est plutôt à la hausse. Et si on essaye de creuser, c'est plutôt via APC d'ailleurs. Mais même si le suivi des APC, c'est une autre problématique et c'est de plus en plus complexe. Et en revanche, l'ouverture via archive, elle est plutôt soit en baisse, soit elle stable, soit elle stagne. Donc ça, c'est le constat au niveau national et c'est vrai aussi dans pas mal d'établissements. Alors après, va se poser sans doute la question en termes de politique publique, mais là, c'est pas moi qui vais m'avancer là-dessus. Mais se posera la question de qu'est-ce qu'on fait si pour aller au-delà, pour briser ce plafond de verre hein, auquel on est en train de se heurter. Donc bah, ça, c'est des discussions à avoir. Sans doute, ça passera par des politiques d'établissement. Hein. Mais donc, on va pas avoir cette discussion aujourd'hui, mais cette question, elle va devenir de plus en plus prégnante si on veut continuer, enfin, si on veut viser vraiment un taux d'accès ouvert vers les 100% au global. Euh, J'en profite, puisque là, on est entre personnes un petit peu plus techniques aussi, j'en profite pour souligner un problème qu'on a rencontré avec Unpaywall. Donc nous, on fait des captures en décembre, et donc c'est ces données de décembre qu'on utilise pour faire ces analyses. Et ce qu'on a vu dans les captures de 2024, décembre 2024, c'est que il y avait des cas où l'accès ouvert sur archive dans NPWall était mal capté. Donc on avait un certain nombre de publications, par exemple, qui étaient en accès ouvert dans HAL, mais qui, selon NPWall, avaient un ISOA à false, donc ce qui était problématique. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que on a complété la chose avec aussi un snapshot de HAL. Et donc on regarde dans les deux cas, on regarde qu'est-ce que dit NPWall, accès ouvert oui non. Et même s'il dit non, on vérifie aussi dans HAL si c'est un accès ouvert ou pas. Et donc on prend la réunion des deux. Ce qui est un petit changement de doctrine jusqu'à présent, donc jusqu'aux éditions précédentes, on donnait toujours la priorité à NPWall. Là, on a revu un petit peu ça, donc ça a corrigé de quelques points les résultats. Donc ça, c'est un bug qui est déclaré auprès d'Hour Research, d'NPWall. Donc je le dis au cas où certains d'entre vous utiliseraient aussi l'API d'NPWall pour faire des petits calculs type baromètre. Ça, c'est quelque chose à avoir en tête. J'ai pas revérifié là en mars, mais jusqu'à il y a peu, en tout cas, il y a ce petit problème de détection. C'est pas du tout dans tous les cas, mais dans certains cas, hein, quelques pourcentages, Unpaywall détectait mal l'accès ouvert sur certaines archives. Et donc, bah, j'espère que c'est en cours de résolution. Et nous, voilà, c'est quelque chose qu'on a géré au moins pour HAL. Donc, je voulais juste le mentionner. Tu avais une question, Eric, dans le chat. Je pense que c'était par rapport à la slide précédente, tout archive ou spécifiquement AL. Je Alors non, pense c'est que tout c'est. archive, clairement. Nous, on a résolu sur la partie HAL, parce on avait à peu près les moyens de le faire. Par contre, c'est possible que il y ait donc, y compris dans les chiffres qui sont sortis dans le baromètre, que certaines publications qui sont hébergées en accès ouvert sur certaines archives, qu'elles soient déclarées comme un accès fermé aujourd'hui. Ça, c'est possible. On ne sait pas forcément le quantifier précisément, mais je pense pas que ça ait un impact majeur sur les chiffres globaux, en tout cas au niveau national.
peut-être dans certains cas, ça sera regardé. Et donc, nous, on l'a résolu que pour Halle. Et j'en profite quand même pour finir la parenthèse là-dessus. Parfois, on a des utilisateurs du baromètre qui nous disent: «Ah, mais c'est bizarre, cette publication, elle est bien en accès ouvert sur Halle, et quand je regarde dans le baromètre, vous indiquez qu'elle ne l'est pas». Très souvent, ce qui se passe, c'est que, elle est en accès ouvert aujourd'hui, au moment de consultation, mais nous, les données qu'on utilise, c'est les données qui ont été, prises en photo en décembre. Donc c'est les snapshots qu'on utilise, c'est ces snapshots qui nous permettent d'avoir, l'historique, des taux d'accès ouvert vus de 2024, vus de 2023, et cetera. Donc en général, dans les cas que vous constatez, c'est ce phénomène-là qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que la publication, est passée en accès ouvert dans le laps de temps. Est-ce que je continue? Parce que je vois pas les questions, en fait, quand Et je tu as, présente. voilà, oui, 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 et en fait, je te laissais finir. Il y avait quelqu'un qui précisait, je crois que la question portait sur les baisses du taux. Parce que tu parlais de la baisse du nombre de publications en accès ouvert via la voie archive ouverte uniquement. Alors, il faudrait que je regarde les chiffres exactement sur le baromètre, parce que j'avoue ne pas les connaître par cœur. Moi, j'avais souvenir que c'était quasiment stable, mais on peut aller vérifier. Donc, en tout cas, quand on regarde côté éditeur, on voit un +4, et côté archive, ouais, c'est alors côté archive 48,02. Donc c'est pas une baisse, mais c'est relative stabilité. C'est une baisse par rapport à 2022 quand même. Voilà, donc c'est pas énorme, mais c'est pas un signal très positif quand même, au niveau national. Merci, t'as pas d'autres questions pour l'instant. Ok, super. Et après, là-dessus, bah, suivant les établissements, il peut y avoir des dynamiques différentes. C'est pas toujours facile quand on veut creuser, de comprendre pourquoi. Enfin voilà, surtout pour les gros établissements, c'est parfois un petit casse-tête, je pense, d'arriver à. Autant quand ça monte, finalement, on se pose un peu moins de questions, mais quand ça stagne ou quand ça baisse, de bien comprendre les mécanismes sous-jacents, c'est pas toujours facile. Allez, je reprends. Hop. Je fais juste un petit point aussi sur les essais cliniques. Donc ça, c'est donc pour l'instant, on ne permet pas d'ailleurs la déclinaison des indicateurs sur les essais cliniques, si je dis pas de bêtises. Mais juste pour vous dire un mot sur les essais cliniques au niveau global, l'indicateur qu'on regarde, c'est qu'on prend les essais cliniques euh, qui ont eu lieu au moins en partie en France. Et parmi ceux-là, on regarde ceux qui sont allés jusqu'au bout, parce qu'il y a plein d'essais qui s'arrêtent avant. On regarde ceux qui sont vraiment allés jusqu'au bout. Et à partir du moment où ils sont terminés, on laisse 3 ans et on regarde, est-ce que dans les 3 ans après la fin de l'essai, les résultats ont été publiés, sachant qu'ils peuvent être publiés soit directement sur le registre avec des tableaux de chiffres, soit les résultats peuvent être publiés via une publication scientifique. En général, quand c'est des résultats négatifs, c'est-à-dire que finalement l'essai n'est pas concluant, il n'y a jamais de publication scientifique. Bon, c'est comme ça pour plein de raisons liées aussi à l'édition. En revanche, ça serait nécessaire que les chiffres soient publiés dans le registre pour partager les résultats. Et d'ailleurs, c'est la loi aussi. Et donc là, les chiffres qu'on obtient, c'est que quand on regarde tout type de promoteur, on est à 44%, donc moins de la moitié des essais respectent ce délai, sachant que le délai légal, c'est 1 an en plus. Donc là, l'indicateur, il est un petit peu plus souple quand même. Côté promoteur industriel, on est presque à 70%, et côté promoteur académique, on est très bas, à en gros 20%. Ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que ces chiffres sont encore moins bons que ceux de l'année dernière. Parce que l'an dernier, on avait 52% de partage dans les 3 ans. On ne sait pas dire aujourd'hui si c'est une tendance, si c'est une baisse, on va dire conjoncturelle ou structurelle. On suppose qu'il y a peut-être un effet Covid, puisque là, on regarde les essais qui sont terminés en 2021. Donc on se demande s'il n'y a pas quelque chose qui a joué là-dessus, mais on n'en est pas vraiment sûr. Donc on n'a pas d'explication hyper claire pour l'instant à fournir.
Mais ce qui est certain, c'est que les chiffres sont pas bons. Enfin, ils sont pas, les résultats sont mauvais en termes de signal et ils sont encore pires que l'an dernier. Donc là-dessus, il y a une démarche qui est en train d'être mise en œuvre. C'est qu'on calcule les chiffres en fait pour les principaux promoteurs. Promoteur par promoteur, on a vraiment la liste des essais et on regarde le taux de partage dans les 3 ans. Et le but, là, on est en train de valider tout ça, mais on va envoyer des lettres à chacun de ces promoteurs-là pour dire, ben voilà, nous, on essaye de faire ce suivi de partage des résultats sur les essais cliniques. Dans votre cas, voilà, on a trouvé ces essais-là et on a trouvé qu'ils étaient partagés à X%. Et on voudrait essayer de comprendre, est-ce qu'on s'est trompé, est-ce qu'on a mal mesuré les choses, ou bien est-ce qu'il y a des freins à publier les résultats, etc. Donc voilà, on va entamer une démarche, on va dire, euh, en partenarial avec les principaux promoteurs, avec des échanges voilà, un à un, pour essayer de décrypter tout ça et idéalement potentiellement corriger les chiffres ou la méthodologie si on s'aperçoit qu'il y a un problème. Et en tout cas, dans l'idéal, faire monter le taux de partage des résultats des essais cliniques. Voilà. Euh, sur les thèses, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'en fait, c'est extrêmement stable. En gros, depuis 2017, le taux de partage des thèses, enfin, le taux d'ouverture, il est environ à 77%. Et à chaque fois, la dernière année observée, c'est un tout petit peu plus bas, mais c'est vraiment lié à l'embargo. Il y avait exactement le même phénomène l'an dernier et encore l'année d'avant. Et donc la dernière année, on est à 72%, mais il est fort probable que quand on va remesurer le taux d'ouverture des thèses soutenues en 2023, donc là, quand on mesurera ça en 2025, il est très probable qu'on atteigne aussi 77%, je pense. Donc pas de gros phénomène sur l'ouverture des thèses de doctorat. Ensuite, derniers indicateurs sur la mesure du partage des données et la mesure du partage des codes et logiciels. Donc cette mesure-là, juste je vous rappelle des éléments méthodologiques, on part du texte intégral des publications, en tout cas tous ceux qu'on a pu récupérer, donc soit en accès ouvert, soit via les abonnements des membres du consortium baromètre de la science ouverte, on va dire. Et on a des techniques d'analyse du texte intégral et on repère les mentions de jeux de données ou les mentions de logiciels. Et après, ces mentions, on les caractérise pour savoir si c'est des mentions d'utilisation, de production ou de partage. Et à partir de tout ça, on regarde parmi toutes les publications dans lesquelles on a détecté une mention de production de données, ben, quel est le pourcentage de celles-là où on a aussi une mention de partage de données. Et donc, ça, on regarde année par année. Donc là, on est à 25%. Et donc, ça a une tendance plutôt positive. Et sur les logiciels et les codes, pour l'instant, ça stagne à 19%. Je vais en dire un petit mot après. Donc là, je vous présente des indicateurs qui sont très agrégés, hein, finalement, assez macro. Mais en fait, donc derrière, ça signifie quand même que pour environ 1 million de PDF, on a toutes les mentions de jeux de données, toutes les mentions de logiciels et codes qui ont été détectés. Donc ça fait, je crois, 17 millions de mentions, si je dis pas de bêtises. Enfin, ça en fait beaucoup. Et pour chacune, on dit, bah, ça c'est une mention d'utilisation, de production ou de partage. Donc ces données-là, en fait, on s'est dit que ça valait la peine de les rendre plus exploitables. Et donc aujourd'hui, elles sont disponibles à l'exploration dans le Works Magnet. On vous montrera tout à l'heure dans quelle partie. Et surtout, ça permet aussi de toucher du doigt l'imperfection qu'il peut y avoir dans la classification utilisation, production, partage. Donc l'idée qu'on a, donc déjà, c'est de rendre les choses visibles, et ensuite, c'est de rendre possible la correction de la caractérisation dans le Works Magnet. Donc un petit peu comme sur les affiliations, enfin je vais en reparler tout à l'heure. Et l'idée, ça sera ensuite, une fois qu'on aura collecté suffisamment de retours, de les vérifier, ces retours, bien sûr, et après de réentraîner le modèle de classification des mentions.
Donc ça, c'est quand même c'est un assez gros sujet, un assez gros projet, et donc ce sera plutôt INRIA qui va le mettre en œuvre. Mais nous, en tout cas, côté équipe Baromètre, on se charge déjà de rendre visible tout ce gros corpus de données et de mettre en place une infrastructure qui permette l'exploration et la proposition de corrections pour constituer une nouvelle base d'apprentissage. Et donc voilà, on pourra vous en reparler, mais donc ça, c'est un travail qu'on mène avec INRIA. Bon, ça, vous le savez, mais donc c'est une slide que je fais à chaque fois, surtout plutôt en comité de pilotage, donc avec les grands chefs des établissements, des instituts, pour dire que le service des baromètres locaux de la science ouverte est très utilisé et de plus en plus utilisé. Donc on a régulièrement des demandes. Et je vous en remercie. Voilà, c'était juste pour faire le point là-dessus. Et si votre logo n'apparaît pas là ou n'apparaît pas sur le site, bah, n'hésitez pas à nous le signaler à l'adresse bso@recherche.gouv.fr. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on met le logo et ça redirige vers votre BSO local. Donc, que ça soit une page web dynamique ou même parfois un PDF, c'est comme ça qu'on procède. Hop. Une nouveauté aussi de cette année, donc ça c'est forcément un indicateur national. On suit le nombre d'établissements qui se sont dotés d'une politique de sciences ouvertes. Donc il y avait eu une enquête réalisée en 2024. Et donc à partir de là, on a pu regarder année après année combien d'établissements se sont dotés d'une politique de sciences ouvertes. Donc il y a le graphique qui voit que on voit que ça monte bien, et surtout sur le site du baromètre, il y a le listing, et associé à chaque ligne, à chaque établissement, il y a le lien vers en général, le PDF de la politique en question. Il est possible que le lien soit cassé, puisqu'on a utilisé le lien récupéré par les données remontées par l'enquête en 2024. Parfois, entre-temps, le fichier a pu bouger, etc. Donc n'hésitez pas à nous mentionner si le lien n'est pas bon, et aussi si votre établissement se dote d'une nouvelle politique, etc. Enfin, c'est l'occasion de nous le dire. Et là, c'est pas exactement la même adresse email, c'est coso@recherche.gouv.fr. C'est pas la même adresse email parce qu'en fait, c'est plutôt Marin Dacos qui suit ça, moins nous. Nous, on est plus en aval sur le suivi d'indicateurs. Voilà. Et puis, je fais une phrase d'intro pour le Works Magnet et après je te laisse, Anne, ça te va? Juste pour clarifier, donc, on a un mot, enfin une nouvelle application hein, qui est en alpha, qui s'appelle le Works Magnet. Mais derrière, en fait, il y a plusieurs fonctionnalités. Le premier package de fonctionnalités, on va dire, ça concerne la curation de métadonnées, et donc l'amélioration des métadonnées, surtout pour les métadonnées en fait, qui ont été calculées de façon massive, à grande échelle, par des outils automatiques type IA ou heuristique, etc. Donc je parle notamment de l'alignement des affiliations brutes vers ROR. Ça, c'est fait dans OpenAlex. Et du coup, j'en disais un mot tout à l'heure, sur la détection et la caractérisation des mentions de logiciels et des jeux de données dans le texte intégral. Donc à chaque fois, ce que le WorksNet rend possible, c'est d'explorer ce qui existe, donc d'aller chercher dans les affiliations et les ROR associés aujourd'hui dans OpenAlex, ou les mentions de logiciels et de jeux de données détectés aujourd'hui dans le baromètre. Donc il y a une première partie, on va dire, de consultation, d'exploration dans ces données-là, qui sont en fait pas des données si facilement accessibles, même si elles sont au cœur finalement de beaucoup d'indicateurs. Il faut parfois aller les chercher au fin fond des API. Donc là, WorksMagnet, l'idée c'est de rendre ça visible facilement de tous. Et la deuxième marche, c'est de les corriger, donc proposer des corrections. Donc à la fois, donc le premier, c'est dire, tiens, cette affiliation-là, OpenAlex l'a liée à ce ROR, c'est faux, c'est pas le bon ROR, ou alors le ROR n'existe pas, etc. Ou alors il n'a pas proposé de ROR et il faudrait en mettre un. Et pareil, même logique pour pour les mentions de logiciels. À chaque fois, l'idée, c'est de constituer une sorte de commun digital, commun numérique plutôt, pour ces curations-là. C'est-à-dire que
Par exemple, si on prend le cas d'OpenAlex, les propositions de correctifs sont pas directement stockées chez OpenAlex. Elles sont stockées sur un GitHub qui est public, disponible de tous, et OpenAlex les moissonne. Mais n'importe qui d'autre, d'ailleurs, pourrait moissonner ces résultats-là. Et si jamais un jour OpenAlex n'est plus là, ou change, etc., nous, on aura toujours ce petit trésor constitué par les uns et par les autres pour aligner, en général, des cas plus difficiles d'affiliation brute vers des ROR. Donc ça, c'est un premier package de fonctionnalités, l'amélioration des métadonnées. Et deuxième package, c'est se constituer un corpus, donc aider au repérage pour constituer un corpus sur les publications et nouveautés sur les jeux de données dans les entrepôts. Je m'arrête là, je laisse la parole à Anne, et puis de toute façon, après, on pourra aussi répondre à vos questions. Anne, est-ce que tu veux que je continue à projeter, en fait? Ou tu veux le faire toi? Anne, Alors, est-ce que tu es toujours là, Anne? Moi, je vais prendre, si je peux. Ah oui, et Voilà, oui. ton Vous image a été un m'entendez? peu figée. Ouais, Ouais, c'est bon. Vous m'entendez là? Oui. Et... Ok. Vous voyez mon écran? alors c'est en train d'arriver. Je crois que ta connexion est un peu instable. Parfait. Ça me laisse le temps de partager l'URL. Alors, c'était très haché. Alors, je sais pas, Eric, si tu as... Est-ce qu'il y a une présentation qui est... Ah, Bon, mince. je vais continuer. C'est pas grave. Hop. Voilà, donc j'ai repartagé mon écran. Ça fonctionne, Laetitia? Oui, c'est tout bon. Ok, bon, désolé pour le petit contretemps. Donc d'abord, je fais juste un petit point sur la fonctionnalité pour corriger, enfin proposer des curations manuelles sur les affiliations. Donc on peut chercher par OR ou directement pour une affiliation donnée. Et donc ensuite, on a un écran qui ressemble à ça. Donc chaque ligne, c'est une affiliation brute, une affiliation retrouvée dans la signature en fait. Des exemples de publications dans OpenAlex qui ont cette affiliation-là. Et à droite, le ROR proposé par OpenAlex. Et en fait, on peut facilement proposer de corriger. On pourra vous faire une démo en live tout à l'heure. Soit de supprimer, soit en ajouter. Et ensuite, si on appuie sur le bouton Send Feedback, on fournit un email et donc ça va créer des issues sur un GitHub public et le lien est fourni. Et ensuite, OpenAlex récupère ces données-là et il me semble que maintenant ils le font de façon quotidienne. Donc ça, c'est super. Oui, c'est ça. Simplement, eux, de leur côté, ils ont aussi un processus de vérification, c'est-à-dire que ils vont vérifier que ces demandes sont bien, enfin légitimes. En tout cas, ils vont bien. Il y a un deuxième garde-fou, c'est-à-dire que même si vous faites une erreur, par exemple, ce qui peut arriver, il y a une deuxième étape de revérification par derrière. Donc l'idée étant que on puisse pas, enfin que ce soit, on puisse pas facilement, enfin, ajouter des données de mauvaise qualité dans OpenAlex.
ces données, donc elles sont stockées sur GitHub, donc ça ressemble à ça, à ce qu'on voit sur la gauche. En gros, c'est un gros texte qui dit, bah voilà, pour l'affiliation brute, des corrections sont proposées. Notamment, bah, les nouveaux ROR proposés, c'est ça. Les anciens ROR qui étaient dans OpenAlex, c'était ça. Et des exemples d'identifiants de publication. On spécifie aussi la période temporelle que l'utilisateur a utilisée pour faire cette requête-là. Parce que parfois, ce qui peut se passer, c'est que une même signature peut être liée à un ROR à un moment donné et à un autre ROR sur une autre année. C'est des cas un peu complexe, mais ça peut arriver. Quant à l'adresse email qui est fournie par l'utilisateur, on en met une version cryptée dans le GitHub public. Et un même email, s'il est remis plusieurs fois, bah, la version cryptée sera différente à chaque fois. Donc c'est pas traçable de l'extérieur. Il faut une clé pour décrypter l'email. Donc nous, on a la clé et l'équipe technique d'OpenAlex aussi, en cas de besoin pour d'éclaircissement ou de contact. Aussi important, l'ensemble de ces données sont répliquées dans un jeu Open Data sur le portail Open Data du ministère. Donc ça peut être aussi facile d'aller voir les issues déclarés, etc. directement sur le portail Open Data. Je pense qu'il y a il y a un petit délai de synchronisation, mais c'est un petit peu plus facile à consulter que sur GitHub, je pense. C'est synchronisé quotidiennement. Ok, voilà. Et du coup, Anne, j'ai repris le truc parce que ta Oui, connexion semblait. oui, t'as bien fait. Pardon, j'ai changé de connexion. Et donc, j'en dis juste un petit mot là. Donc là, c'est l'interface pour la partie exploration des mentions de logiciels et des mentions de jeux de données. Donc là, par exemple, j'ai cherché HEP Data. Et donc, là, le contexte, en fait, c'est vraiment bah, c'est un tout petit bout de texte, tout petit bout de phrase détecté dans le texte intégral. Et l'interface dit, bah, ça a été dans tel DOI, type dataset qui a été détecté, et ça a été classifié comme utilisé, oui, non, créé, oui, non, partagé, oui, non. Voilà. Et d'ailleurs, l'interface a été refaite, donc la capture d'écran n'est pas exactement la bonne, mais c'est exactement le même principe. Et alors, ensuite, voilà, une partie, là, je pense, qui va vous intéresser, c'est sur le repérage des jeux de données. Donc, sur le repérage des jeux de données dans les entrepôts, donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un moissonnage quotidien de tout datasite. Et donc, dans les métadonnées de datasite, on essaye de repérer les jeux de données qui pourraient être français. Et on applique un certain nombre de processus de normalisation, on va dire. Donc, notamment, il y a un premier cas qu'on a remarqué, qui touchait un certain nombre d'entrepôts français, notamment Recherche DataGouv. C'était le fait que, dans la façon dont c'est configuré, imaginons un dataset sur Recherche DataGouv, donc un seul dataset qui aurait 1000 fichiers à l'intérieur. Quand on interroge l'API DataSite sur ce périmètre-là, on va récupérer 1001 DOI, donc un DOI pour le dataset, et 1000 DOI pour chacun des fichiers. Et alors le problème, c'est que dans la façon dont c'est fait, donc je ne sais pas exactement à quel niveau ça vient, mais les 1000 DOI de fichiers sur les métadonnées datasite sont flagués de type dataset dans les métadonnées datasite. Donc une utilisation naïve des métadonnées datasite serait de dire bah, je compte le nombre de DOI où le type c'est dataset et ça me donne un nombre de datasets dans Recherche DataGouv par exemple. Bah, ce chiffre-là, il serait entièrement faux, puisque ce serait la réunion de tous les DOI internes plus des DOI de chaque jeu de données. Donc tous ces mécanismes-là, on les a pré-calculés. Et donc on propose une version prédigérée, on va dire, de DataSite
qui évite ce genre d'écueil. Donc à la fois pour ce type de cas, aussi pour les DOI, dire un peu doublons, qui sont liés aux différentes versions. Donc par exemple dans Zenodo, il va y avoir un DOI par version, donc à chaque fois on essaye de garder le DOI chapeau. Et ce qu'on a repéré aussi dans les difficultés sur les métadonnées DataSite, c'est que dans environ 80% des cas, il n'y a juste aucune métadonnée d'affiliation. Donc repérer les DOI de son établissement quand il n'y a pas du tout d'affiliation, c'est pas facile. Donc on a développé plusieurs heuristiques, on va dire. Une qui est basée sur les noms d'auteurs. Donc on utilise OpenAlex pour essayer de faire des liens entre des noms d'auteurs ou des orchides et des institutions. Et là, on a mis une heuristique qui dit si on détecte au moins 3 noms d'auteurs qui semblent liés à votre établissement, on propose le jeu de données dans le listing, mais ça reste à l'utilisateur de le valider, bien sûr. Et la dernière heuristique qu'on propose, c'est quand on a détecté un lien entre une publication et un DOI datasite. Comme sur les publications, on est capable de savoir, grâce aux BSO locaux, que cette publication-là est liée à tel ou tel établissement. Donc on propose aussi les jeux de données liés à ces publications pour les établissements qui apparaissent comme affiliation des publications. Mais on va peut-être vous faire une démonstration pour que ce soit plus clair. Et donc, dans l'interface, ça se passe en 2 étapes. Il y a une première étape qui est focalisée sur le repérage des affiliations, et puis après une deuxième sur les heuristiques. Et donc à la fin, vous obtenez un fichier de DOI datasite que vous avez validé manuellement. Et ce fichier-là, vous pouvez nous le transmettre pour que les indicateurs sur les entrepôts, enfin sur les jeux de données dans les entrepôts, ces indicateurs-là apparaissent dans votre BSO local. Donc là, je pense que c'est le moment de faire une démonstration. Je tente. Allez, vas-y, ouais, carrément. Donc attends, j'arrête le partage. Ah, bah, ça a l'air de marcher cette fois. Ouais. Ah, ok, cool. Merci, je suis la première soulagée. Du coup, c'est donc le Works Magnet. J'avais partagé l'URL un petit peu plus tôt. C'est toujours en version alpha. Donc, voilà, je dis ça un peu pour me couvrir. S'il y a des bugs, c'est normal dans les versions alpha. Même si on reste toujours disponible pour essayer d'améliorer, de répondre aux bugs. Donc, comme disait Eric, la motivation initiale, en tout cas de la partie que je vais vous présenter du Works Magnet, c'est d'essayer de retrouver l'ensemble des jeux de données qui vous concernent. Donc chacun à son échelle et à son périmètre, donc laboratoire, université ou autre. Et parce que contrairement aux publications sur les jeux de données, les métadonnées sont parfois parcellaires et manquantes. Donc il convient de suppléer par de la curation manuelle. Et du coup, je vais plutôt commencer par vous présenter le résultat attendu voilà, pour qu'on ait tous la motivation au maximum et présenter le travail. Donc, le cobaye, enfin, vous connaissez notre cobaye préféré qui est Laetitia, ici présente, et qui a bien voulu pour nous tester le Works Magnet et du coup en générer les indicateurs. Donc, ici, on voit sur le baromètre lorrain de la science ouverte l'indicateur lié au jeu de données dans les entrepôts. Donc en gros, l'objectif, c'est d'arriver à ce genre de graphique, en tout cas pour ceux que ça intéresse, et donc avoir une meilleure connaissance des jeux de données qui sont liés à la structure de son choix, et donc de connaître les différents entrepôts sollicités par les jeux de données de l'université. Donc, on imagine les chercheurs de l'université et également à peu près le nombre de jeux de données par taille et également les types et les formats de fichiers déposés à chaque fois qu'on parle de jeux de données. Donc, j'espère que vous êtes convaincus que ça peut être intéressant.
Et donc, pour en arriver à ça, l'idée, c'est donc de constituer son corpus de jeux de données. Donc, sur l'URL que je vous ai pointé, donc le Works Magnet, c'est la partie les jeux de données de mon institution qui va nous intéresser. Il y a un premier écran que j'espère que vous voyez ici qui permet d'effectuer une recherche. Donc, on a uniquement 2 critères de recherche, en gros un nom et des années de publication. Donc ici, dans le nom, je peux avoir soit un champ libre, donc par exemple Université de Lorraine, on va garder toujours le même cobaye, Université de Lorraine, et ensuite je peux mettre sur quelle année ou quelles années je vais effectuer la recherche, donc 2023 à 2024 ici. Et donc si j'effectue ma recherche, on voit qu'ici j'ai 75 affiliations qui ont été trouvées. Donc, pardon, on arrive sur un grand écran ici qui va avoir plusieurs onglets présentés en haut. Un premier onglet, donc notre idée toujours, c'est au maximum de faciliter la curation, puisque manuelle, donc forcément un petit peu longue et pesante. L'objectif du Works Magnet, c'est d'essayer de faciliter ça et donc d'agir le plus en masse. Donc, on vous propose une première entrée par affiliation, c'est-à-dire qu'on a essayé de regrouper ensemble les différentes formes d'affiliation qui ont été trouvées parmi les jeux de données qui répondent à la recherche initiale. Donc ici, on a les différentes formes qui présentent Université de Lorraine. On a également une présentation par liste des jeux de données. Donc là, on voit que ça va être un peu plus... Il y aura plus de résultats. Donc là, j'ai 124 résultats, par exemple, ici. Et du coup, on a les 124 lignes qui sont présentées. Et enfin, donc ce qu'on a appelé insights, donc en fait les graphiques. Pour l'instant, vu que je n'ai posé aucune décision sur toutes ces affiliations ou tous ces jeux de données, je n'ai aucun graphique possible puisque ces graphiques vont être générés qu'à partir des affiliations, des jeux de données qui ont été choisis. Donc, si je reviens à mon juste à mon écran de recherche, je peux également faire une recherche par ROR. Donc, ici, j'ai cherché pour vous Université de Lorraine et comme ça, je tombe sur son ROR immédiatement que je peux copier et coller dans le champ du Works Magnet. Donc, on voit ici que j'ai le ROR qui s'affiche, mais j'ai également je bénéficie du ROR, en tout cas des API ROR, pour afficher également le nom entier de ce ROR-là, ainsi que l'acronyme et les traductions. Et donc, si je remets le même range d'années ici, et que je recherche, je vois que je gagne un tout petit peu plus d'affiliation. Donc, j'étais à 75, je passe ici à 83, et sur la liste des jeux de données, de la même façon, je passe d'un coup à 555 jeux de données proposés. Et si je vais encore un tout petit peu plus loin, donc je remets le ROR dans le champ d'affiliation, on propose ici de récupérer tous les enfants d'un ROR donné. Donc, on bénéficie ici du fait que dans ROR, on puisse remplir la parenté en fait, des structures et des laboratoires. Donc, on voit ici que disons, pour bénéficier de tout ça, un ROR à jour correctement rempli avec les acronymes, les différents noms, les traductions si nécessaire des noms et les laboratoires enfants d'une structure, ça va être ici bénéfique. Donc si je garde la même start-end-dir et je relance ma recherche, à nouveau, j'ai toujours plus de résultats. Ici, donc, qu'on espère plus exhaustif. Ici, j'arrive à 145 affiliations et sur le nombre de jeux de données, j'en ai 703. Donc, voilà, c'est les différentes étapes et les différentes, pour rechercher de façon la plus complète possible tout ce qui nous intéresse. Et donc maintenant qu'on a Ah, ah non, ne t'entends plus. Eric, est-ce que tu entends Anne? Non, mais je peux continuer. Dommage parce Ok. c'était mieux que ce que j'allais faire, je pense. Alors,
Alors, Anne, es-tu de retour? Pardon, désolé. Je peux reprendre la main? Ah bah ouais, carrément. Vas-y, vas-y. On va y arriver. C'est les aléas du Veuillez direct. m'excuser pour les interruptions. Voilà, j'espère que vous revoyez mon écran. Moi, j'ai pas bougé. Alors, on voit ton écran, on voit Teams. Ok. Ah, vous voyez Teams? C'est vraiment super. Attendez. Merci, pardon. C'est bon, on est de retour sur le Works Magnet. Ok, donc veuillez m'excuser pour l'interruption. Je reprends un tout petit peu. Donc l'idée ici, c'est que maintenant, on a une liste d'affiliations qui semble correspondre à notre recherche. Et donc, comme le présentait Eric en statique, moi je vais le faire en démo, mais c'est la même chose. On peut rechercher par un nom d'affiliation. Donc là, on est dans le cas de Lorraine. Ça semble pertinent, par exemple, de chercher Nancy. Et donc, du coup, ça va filtrer ici. J'ai plus que 23 affiliations affichées. Et donc, enfin, voilà, on pourrait dire, tiens, bah, celle-là, elle me correspond. Université de Lorraine, pourquoi pas. Et du coup, on va décider que que ces affiliations vont être validées. Donc, l'idée qui sous-tend, c'est que tous les jeux de données liés à ces affiliations sélectionnées vont être validés à leur tour. Donc, il y a une forme de ricochet. On pourrait de la même façon chercher Jean Lamour. Hop. Ok, ça marche pas. Et là, c'est que là, t'as sélectionné validé Ah oui, dans le pardon. statut. Excellent. Donc, si je les remets tous, donc là, pardon, merci, c'est un champ qui permet de sélectionner par statut. Donc, si je sélectionne toutes celles qui sont déjà décidées, donc je pourrais dire de filtrer uniquement celles qui restent à décider. Et de cette façon, si je cherche Jean Lamour ici, ah bah j'en ai deux. Donc là, je les sélectionne et après, ça me permet de les valider ici. Si je cherche Nancy, par exemple, comme tout à l'heure, donc je vais voir toutes celles de Nancy. Et donc après, si on a des doutes sur certaines affiliations, on a l'accès ici au, au jeu de données qui est lié à cette affiliation et comme ça, on peut vérifier, confirmer ou pas son a priori sur une affiliation donnée. Donc là, ça semblait correct pour moi. Donc, je ne sais plus laquelle c'était. Je crois que c'était celle-là et de cette façon, je peux la valider. Et du coup, une fois qu'on a validé, on pourrait aussi trouver des affiliations. Tout à l'heure, en préparant, je voyais qu'il y avait Green qui a été, donc on a NG Green par exemple ici qui a été capté. Donc pour avoir discuté avec Laetitia, en fait il y a un laboratoire de l'Université de Lorraine qui s'appelle Green, mais ici on pourrait supposer que c'est le NG, la société NG, et dans ces cas-là on souhaiterait l'exclure. Donc on clique ici sur exclure et ça va exclure l'affiliation. Donc l'objectif c'est ici d'être capable de décider toutes les affiliations. Et une fois que tout, ou du moins le gros, donc on peut les classer ici par nombre de works liés. Donc ici, le nombre de jeux de données liés à une affiliation donnée, ça permet de traiter les plus gros, donc les affiliations les plus fréquentes en priorité. Et une fois que tout ça est fait, donc là, je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais une fois que tout ça est fait, on peut retrouver ici la liste des jeux de données. Et on voit que certains ont déjà été validés grâce aux décisions portées sur les affiliations, mais qu'il en reste tout de même, dans mon cas, 97% des jeux de données à valider. Du coup, les restants, on peut les passer un par un avec le même type d'affichage. Et donc, c'est à cette étape-là qu'on retrouve les heuristiques précédemment décrites par Eric. Donc ici, on me propose de valider les 205 jeux de données sans l'affiliation, mais qui sont liés à un article de mon institution. Donc ici, ça se repose, comme on l'a dit précédemment, sur les données des baromètres locaux. Donc ici, je peux les valider en masse. Et de la même façon,
je peux choisir, ou non, hein, de valider les 44 jeux de données qui n'ont pas d'affiliation, mais dont 3 auteurs sont détectés comme étant de mon institution. Donc là, basé sur les données d'Orchid. Donc voilà. Et donc à cette étape-là, je peux avoir déjà une idée des graphiques qui pourraient être générés, donc avec l'origine, les entrepôts des jeux de données et également le nombre de datasets, le nombre de jeux de données répartis par année. Donc c'est ce que j'avais cherché que 2023-2024, donc il n'y a pas les autres années, mais celles-ci sont bien présentes. Et également le format des jeux de données déposés et du coup les client ID, donc quel est le client ID qui a permis de déposer le jeu de données. Donc ça, c'est juste un aperçu, mais évidemment, si vous souhaitez, vous pouvez nous envoyer les jeux de données en exportant le résultat de votre travail ici au format à l'export donc French OSM. Donc c'est le format compatible avec le baromètre de la science ouverte. Vous nous soumettez le fichier et ainsi vous pourrez générer tous les graphiques comme on a vu sur le baromètre local lié au jeu de données. Je pense que moi j'ai un peu fait le tour sur le Works Magnet ici. Comme je l'ai dit en introduction, c'est un produit qui est en alpha. Il est quand même censé fonctionner, mais ça veut quand même dire que potentiellement il y a des petits bugs ou des améliorations qu'on a oublié de développer. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande. Et juste pour compléter un tout petit peu, donc sur la partie déjà détection des affiliations, etc. Donc c'est très similaire, repérage des jeux de données et finalement la partie de départ dont on parlait au début pour corriger les affiliations dans OpenAlex. Et ce qu'on s'aperçoit, enfin, c'est quand il y a des cas difficiles, typiquement le labo, enfin sans les stigmatiser, mais le labo qui s'appelle Green à l'université de Nancy, ben, on sent que ça va être un cas complexe. Parce que Green, c'est un mot qui va apparaître dans beaucoup d'affiliations, et donc on risque d'avoir beaucoup de faux positifs. Donc cela, ça vaut vraiment la peine de les traiter au cas par cas. Donc, tout ça pour dire que le bouton, quand on met l'aurore de l'institution globale et le bouton qui rapatrie tous les structures enfants d'après ROR, il ne faut pas faire ça à la légère. Parce que voilà, par exemple, dans le cas de l'Université de Lorraine, ça rapatrie Green et ça rapatrie 2-3 cas comme ça. Après, il faut vraiment aller les voir un par un, donc ça demande du temps. Donc ça peut valoir le coup de ces labos-là, vraiment les traiter spécifiquement. Et ensuite, une deuxième remarque sur le repérage des jeux de données dans les entrepôts. Dans le Works Magnet, on a essayé de faire le périmètre le plus large. Donc, il y a tout ce qu'on a repéré dans DataSite, et il y a aussi ce qu'on a repéré, on va dire, dans le BSO classique, y compris donc HAL. C'est pour ça que parfois on voyait des identifiants HAL apparaître. Et d'ailleurs, on dit jeu de données, mais en fait, ça couvre un petit peu plus large, et parfois, c'est aussi des softwares qui vont ressortir. Par contre, quand on fait l'export pour les indicateurs BSO, là, on a essayé d'un petit peu plus normaliser les choses. Donc les indicateurs BSO sur la partie jeux donnés dans les entrepôts, pour l'instant, on se focalise sur les productions avec un DOI datasite. Donc les HAL, dans ce cas-là, ils ne seront pas pris en compte. Donc c'est normal, enfin vous verrez un petit décalage de volume ou d'identifiants qui apparaîtront dans le Works Magnet, mais pas ensuite dans l'export pour le BSO. L'idée, mais bon, c'est quelque chose à discuter, hein, c'est que le Works Magnet vous permette d'explorer un peu tout ce qu'il y a de façon un peu large pour l'instant, et d'ailleurs on va chercher à l'élargir encore plus. Et par contre, dans le BSO, comme c'est des indicateurs, on essaye de normaliser les choses, même si c'est sur des périmètres plus restreints, pour avoir des indicateurs qui soient un petit peu plus stables dans le temps, des indicateurs de suivi. Voilà, c'était les petites remarques que je voulais faire. Pour finir la présentation, puis après on passera aux questions parce que je suis sûr qu'il y en a. J'ai une slide sur nos perspectives de l'année 2025.
Hop. Ah oui, aussi un autre mot, parce que je crois que sur la mailing list BSO établissement, il me semble que quelqu'un avait partagé le lien qui montrait les graphiques d'indicateurs sur les jeux de données dans les entrepôts au niveau national. Alors que ces indicateurs, bah, on a fait le choix de ne pas les mettre sur le baromètre national, sur le site web. Néanmoins, effectivement, en bidouillant un peu les URL, on peut les retrouver. Enfin, il n'y a pas de secret hein, là-dessus. Simplement, nous, on pense qu'au niveau national, ces indicateurs-là, aujourd'hui, avec notre niveau de connaissance et notre niveau de maturité sur le sujet, que ces indicateurs-là n'ont pas forcément de sens, parce que si vous les regardez, ils sont extrêmement c'est instable dans le temps. Il y a des gros pics parfois liés à des dépôts massifs de jeux de données une année, puis plus du tout l'année d'après. Enfin, donc, on ne pense pas que ça ait de vraie valeur ajoutée de les rendre, et en tout cas, on ne pense pas du tout que ça soit bon de prendre des décisions basées sur ces indicateurs-là au niveau national. Donc c'est pour ça que, contrairement à ce qu'on a fait précédemment, là, on le fait à l'inverse. On va plutôt s'appuyer sur directement sur les remontées des établissements pour se constituer un stock petit à petit. Et on s'attend aussi à rencontrer le cas où la connaissance, on va dire, locale, un peu plus de terrain que vous avez des jeux de données dans les entrepôts, cette connaissance-là va probablement nous permettre de détecter des écueils dans le système qu'on a mis en place. Et donc, c'est pour ça qu'on est très intéressé par récupérer vos retours constructifs pour dire, bah, tiens, je m'attendais à voir ça et ce genre de jeu de données, je ne le capte pas, ou inversement, je capte tel jeu de données et ça ne devrait pas. Donc, on a déjà procédé à quelques ajustements comme ça avec Laetitia, mais donc là, avec beaucoup plus d'utilisateurs, on va sans doute rencontrer pas mal d'autres choses et donc apprendre, nous, pas mal de matière sur ce sujet-là. Donc, on envisage vraiment le truc comme quelque chose d'itératif où on va co-construire au fur et à mesure quelque chose d'un peu plus solide. Et donc, pour en revenir à des perspectives un peu plus larges sur la partie baromètre, donc bah, sur 2025, nous, on continue à travailler de façon générale sur l'amélioration de la qualité des données ouvertes, pas que pour le baromètre en fait, hein, ça c'est une entreprise, on va dire, plus globale. Donc que ça soit avec OpenLX, avec DataSite, etc. Donc on participe à un certain nombre de travaux sur ce sujet-là, et aussi avec INRIA sur la partie détection de jeux de données et détection de logiciels dans le texte intégral. Donc ça, c'est un premier gros axe. Un deuxième axe dont nous, on ne vous a jamais parlé, je pense, il me semble en tout cas, on a lancé l'an dernier une étude, on va dire, de faisabilité avec Data Activist pour identifier des citations scientifiques dans Wikipédia. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'analyser les articles dans Wikipédia et de regarder ceux qui citent des articles scientifiques. Dans le Wikipédia français, et on espère, c'est plus compliqué, enfin, c'est plus coûteux en temps, en calcul, etc., aussi dans le Wikipédia anglais. Et à partir de ce travail d'identification, l'idée, ce serait de mettre en place des indicateurs, là aussi, pour voir on va dire, l'impact de la... Enfin, c'est une grosse approximation, mais c'est une façon partielle, on va dire, de mesurer l'impact de la science sur la société. Et l'idée, ce serait aussi de mesurer si des articles en accès ouvert sont plus cités ou moins cités que les autres, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on va commencer à mener en 2025. Je garantis pas que ça soit, enfin, je garantis pas qu'il y ait des résultats fin 2025 là-dessus, mais c'est un axe de travail pour nous. Et enfin, dernier axe dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était la génération d'indicateurs sur les essais cliniques pour chaque promoteur, afin de les leur adresser directement et d'entamer la discussion avec eux. Voilà, on a fait notre présentation et donc je vous propose de passer un temps d'échange si vous voulez. Peut-être, Laetitia, il Ouais. y a une question pour toi. Je ne sais pas si tu as vu de la part de Thierry. Tu veux que je te la lise? Non, c'est bon, j'y suis. Merci beaucoup. Donc, en fait,
pour constituer le corpus, donc on a bien fait ça, le travail affiliation plus heuristique. Après, dans un deuxième temps, effectivement, j'ai pu regarder les jeux de données plus précisément et ça a donné lieu d'ailleurs à quelques allers-retours avec Eric et Anne, puisque en fait, quand on regarde les jeux de données, après, on peut se rendre compte d'autres choses qui nous avaient échappé, de choses voilà, de jeux de données que j'avais validés parce que l'affiliation semblait correcte. Et puis en fait, non, donc il faut quand même bien vérifier. Euh, mais voilà, le résultat, après plusieurs allers-retours, aussi avec. Enfin, faut aussi se dire qu'en même temps, il y a l'interface qui évolue, puisque Eric et Anne travaillent beaucoup à l'amélioration continue de l'interface. Donc voilà, ces allers-retours, ça a permis d'arriver à un résultat que je trouve maintenant très, très satisfaisant. Ce que je voulais dire aussi pour compléter, c'est que bah, pas plus tard que ce matin, on a envoyé un petit mail aux personnes qu'on a pu repérer comme étant des déposants et déposantes sur Figshare. Et ça, c'est une des choses qu'on peut faire avec ces indicateurs qu'on n'avait pas avant. On a une connaissance bien plus fine des pratiques. Et voilà, on a pu envoyer un petit message en disant, bah voilà, on a vu que vous aviez déposé dans Figshare. Est-ce que vous savez que il y a Recherche DataGouv euh, qui est quand même mieux comme entrepôt généraliste. Donc voilà, ce genre d'action qu'on peut mener. Euh, Eric, il y avait aussi une question sur l'erreur d'erreur avec marqué nul, mais je vois que Anne, tu demandes un screenshot. Oui, moi ça me dit rien, je vois pas bien où ça peut apparaître. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on a conçu l'outil. Du coup, j'imagine que c'est plus, s'il y a vraiment écrit nul, c'est pas dans nos habitudes d'écrire ça. J'imagine que c'est plus un bug. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un screenshot et l'URL. Euh, voilà. Et aussi, enfin, j'en profite parce que j'avais eu des demandes par mail et j'ai pas eu le temps, enfin, j'ai pas pris le temps d'y répondre. On a aussi un travail de documentation à faire sur l'utilisation des outils, surtout qu'on a pas mal fait évoluer les interfaces. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire un- probablement un peu en vidéo pour montrer comment ça marche et peut-être aussi un document qui montre les étapes avec des screenshots étape par étape. Donc c'est pas oublié, c'est quelque chose de prévu. Voilà, il faut juste qu'on le fasse. Et je vois aussi une question, est-ce qu'il est possible de fournir une liste de DOI de jeux de données de son périmètre comme pour les publis? Bah oui, en fait, voilà, c'est le. Donc, soit ça peut se faire via le Works Magnet, finalement, ce qu'on vous a présenté à la fin quand on fait l'export des jeux de données repérés dans les entrepôts. En fait, c'est une liste de DOI, hein, c'est tout, c'est très simple. Donc, c'est exactement euh, comme ce qu'on fait pour les BSO locaux publications. Sauf que là, pour l'instant, c'est plus simple, c'est juste une colonne avec des DOI, datasite. Donc c'est exactement le même principe, mais c'est un fichier séparé. Au départ, on a hésité, mais on s'est dit que enfin, ça valait la peine de séparer les choses pour pas ajouter trop de confusion. Donc si vous avez ça sous le coude, vous pouvez nous l'envoyer directement. Pour l'instant, on repart sur des mails comme on faisait au début sur les BSO publications. Et très probablement qu'on va un petit peu plus outiller ça avec le temps. Mais donc pour l'instant, on est sur du mail comme on faisait au début, là. Et donc voilà, ce fichier, bah, soit si vous l'avez directement par vous-même, bah, c'est super. Et sinon, bah, le Works Magnet, en fait, ça peut vous aider à constituer un tel fichier parce qu'on pense que c'est pas évident pour tous les établissements de faire ça. Alors, on a une main levée de Guillaume. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la clarté de vos présentations. Guillaume Godet, Nantes Université. Moi, j'avais une question sur justement l'alimentation du BSO. Donc aujourd'hui, on fournit un fichier CSV via l'interface des baromètres locaux. Est-ce qu'on pourrait imaginer transmettre cette liste de DOI via une application? Enfin, je pense à ce qu'on est en train de développer dans le cadre du consortium Chrysalide, où on constitue des corpus de publication en moissonnant OpenAlex, HAL, Scopus, etc.
est-ce qu'on pourrait imaginer et donc là, on travaille en ce moment sur la partie tableau de bord. Donc on aimerait afficher des graphiques, un peu ce qu'on se trouve sur les baromètres. Est-ce que, on pourrait imaginer générer Oui. ça à la volée? Aujourd'hui, il faut un certain délai, on envoie le fichier CSV, ça mouline de votre côté, il faut, 2-3 jours ou peut-être 1 semaine avant que le baromètre soit généré. Ah, à la volée carrément? Ouais. Ça, c'est plus dur. Ah, bon, donc, excuse-moi, tu avais fini la question? Bah, après c'est peut-être pas peut-être qu'on organise une, réunion pour voir les On pourra en interactions qu'il peut y discuter, avoir. mais, en tout cas, 2 éléments de réponse. 1er, est-ce qu'on pourrait mettre en place quelque chose de plus automatisé que l'envoi d'un CSV? Oui, carrément. C'est juste que, bon, je pense qu'il y a pas grand monde qui développe des applicatifs et cetera là-dessus, mais ça, c'est carrément faisable. Il faudrait qu'on en discute des détails techniques, mais, c'est tout à fait possible. Parce que nous, en fait, ce qu'on fait, hein, c'est qu'une fois qu'on reçoit le fichier CSV, enfin, on fait peut-être quelques vérifications en manuel quand ça a été généré et après, bah, on l'incorpore dans notre, machinerie quelque part et puis, voilà. Quand ça pourrait être mis au bon endroit directement de façon applicative, ça fonctionnerait sans souci. Et ensuite, par contre, générer à la volée, bah, en fait, la difficulté, c'est que, nous, le calcul, il prend du temps parce qu'il se fait pas que sur le corpus envoyé, on le fait on uniformise tout au niveau national, donc il y a plusieurs choses qui prennent du temps, notamment la déduplication de tout le corpus. Parce qu'en fait, on a plein de sources, on a Crossref, tous les HTML que nous on récupère, tout HAL, tout PubMed, plus, bah, tous les fichiers envoyés, je crois par les BSO locaux, donc on en a peut-être 200 ou 300 en tout, parce qu'il y en a pas mal aussi par labo et cetera et donc il y a une étape qui consiste à, tout mettre en commun et partager les métadonnées, recréer des notices complètes et cetera, donc ça, c'est assez long, et ensuite il y a l'enrichissement, de tout ça. Ce qui voilà, en gros, nous là, le processus typique, c'est qu'on lance la tâche le vendredi et on arrive le lundi matin au bureau, ça a fini et donc on prévient tout le monde que c'est OK. Et donc ça, effectivement, c'est un petit peu ça serait compliqué de le faire directement à la volée, mais bon, on pourra peut-être réfléchir à des choses, sur ça. Bon, on programmera une réunion, je pense que ça vaut la peine. Et aussi, je voulais mentionner un travail qu'on a en cours avec, Paris Cité, sur quelque chose d'un peu similaire. Hem, Côté Paris Cité, ils nous ont dit: «Bah, nous, en fait, on voudrait un BSO locaux pour, tous nos labos» et donc on se faisait la question, est-ce que alors je sais plus, il y a peut-être, 100 ou 200 labos, je sais plus, mais bon, il y en a quand même pas mal et est-ce qu'on fait 100 fichiers différents? Ça commence à être enfin, si tout le monde fait ça, ça va être un peu lourd. Ou est-ce qu'on fait différemment? Et donc finalement, on essaye, mais c'est pas encore fini, Paris Cité nous a fourni un Excel avec, toutes les publications, ligne par ligne et en face de chaque publi, bah, il y a des RNSR, il peut y en avoir plusieurs. Il y a des labels numéros, enfin des UMR quelque chose. Enfin, il y a des choses comme ça, un certain nombre de tampons, finalement, on peut dire, d'affiliation, quoi. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de générer, automatiquement des BSO locaux pour, tous ces tampons qui sont présents dans le fichier. Exactement de la même façon qu'on fait déjà ça aujourd'hui pour les collections HAL. C'est-à-dire que si dans l'identifiant, vous mettez le nom d'une collection HAL, en fait, ça génère le BSO local de cette collection HAL, vu de décembre 2024, puisque c'est le moment où on a fait le snapshot, hein. Donc on essaye de, voilà, de généraliser un peu cette approche-là pour ceux, pour les établissements qui voudraient nous fournir une liste complète avec, tout leur labo. Voilà. Tu as une question sur Nakala. Ouais, bah, ce que je vous propose, c'est de nous envoyer un mail avec les éléments, pour qu'on puisse regarder. Nakala, c'est un cas complexe parce que, il y a énormément de DOI créés dans Nakala et finalement énormément de DOI qui relèvent pas forcément de la recherche. Enfin bon, ça peut se discuter. Mais en tout cas, énormément d'images, par exemple. Donc nous, on a mis un certain nombre de filtres pour pas, être, ensevelis sous, les beaucoup de DOI qui auraient pas forcément, à voir avec ce qu'on veut filtrer.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, peut-être que on s'y est pas pris tout à fait correctement, donc je suis intéressé pour examiner ce cas plus en détail. Donc si vous avez le détail des DOI, etc., on pourra regarder pour comprendre ce qui se passe. Une autre question sur le Works Magnet, si tu cherches Lyon 1, est-ce que ça va chercher 1 tout seul? Je suis pas certaine de la réponse. Je vois dans le screenshot, merci que ça match avec les affiliations Lyon 1. Il me semblait que ça cherchait directement Lyon 1, mais je vais vérifier. Enfin, que ça cherchait bien Lyon 1 et qu'après, dans l'affichage, effectivement, on voit qu'il retrouve tous les lions et tous les 1, mais c'est un peu décorrélé, ces deux choses-là. Et du coup, je vais vérifier. Une question aussi sur la politique pour les entrepôts thématiques. Donc ça, je pense que ça fait référence aux entrepôts disciplinaires, enfin aux entrepôts thématiques de confiance identifiés par le collège donné du COSO. Et donc bah, ça, on a des discussions puisque on a plusieurs représentants, et notamment de Nakala, au sein de notre comité technique. Mais je vous laisse répondre, Ericane. Donc, pour l'instant, donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on s'intéresse aux entrepôts qui distribuent les DOI de DataSite. Donc, il y a des entrepôts thématiques là-dedans, mais pas tous. Et donc, ça fait partie des choses qu'on voudrait étendre, c'est être capable de moissonner d'autres entrepôts qui n'ont pas de DOI DataSite. Mais voilà, c'est un peu coûteux, donc pour l'instant, on l'a pas encore fait, mais ça fait partie des choses qu'on a identifiées comme ce qu'il faudrait qu'on fasse. Voilà, alors ça me fait penser justement à des choses un peu similaires. Pour l'instant, les indicateurs proposés sur les jeux de données présents dans les entrepôts, c'est des 3 indicateurs assez simples. C'est le nombre de jeux de données par entrepôt, donc ça permet voilà, d'identifier les principaux entrepôts utilisés chez vous. Et après, il y a un indicateur sur la taille, enfin classification de taille, et sur le type de fichier. Sur les deux derniers, en général, la modalité principale, c'est pas d'information. Donc on l'a laissé en toute conscience. C'était pour faire prendre conscience aussi que les métadonnées sont pauvres. Et donc en général, la métadonnée principale, c'est pas d'information, ce qui est un problème. Et après, bah, on peut imaginer tout un tas de choses pour permettre d'avoir des métadonnées plus complètes, et le mieux étant que la métadonnée soit remplie dès le départ, dès la création. Donc ça, c'est un premier élément. On aurait voulu créer un indicateur sur le pourcentage des jeux de données hébergés dans un entrepôt de confiance. Mais en fait, on s'aperçoit que enfin, c'était pas si simple en fait de faire le lien entre les métadonnées qu'on récupère dans DataSite et la liste des entrepôts de confiance qui a été faite. Et donc ça, c'est un sujet bah, qu'on a identifié, sur lequel on va avancer aussi avec notre comité technique du baromètre. Et ça me fait penser à quelque chose un peu similaire. Évidemment, un indicateur qu'on aurait voulu avoir, c'était le pourcentage de jeux de données qui sont en accès ouvert. Et ça, d'une façon que, enfin, c'est l'indicateur principal pour les publications, ça aurait été logique qu'on ait la même chose sur les jeux de données. La difficulté, c'est que pour les publications, on a un outil qui s'appelle Unpaywall, qui, à partir d'un DOI Crossref, nous dit ouvert, pas ouvert. Bon, et on complète avec HAL. Malheureusement, sur DataSite, il n'y a pas d'équivalent pour l'instant. Et c'est quelque chose de trop lourd pour qu'on le développe nous-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en tête. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est que, voilà, au niveau international, il y ait une mise en commun des forces pour développer ce genre de choses, une sorte de unpaywall des jeux de données. Ça se fera peut-être avec OpenAlex, mais clairement, c'est pas leur priorité aujourd'hui. Donc, et c'est que voilà, c'est quelque chose qui reste manquant, mais donc c'est pas un oubli, c'est juste qu'aujourd'hui, on sait pas exactement comment s'y prendre pour faire ça.
Alors ensuite, tu vois, les graphiques du Works Magnet n'ont pas vocation à être utilisés tels quels, mais sont retravaillés et intégrés dans les graphiques BSO locaux. Voilà, c'est exactement ça. Les insights, on a appelé ça comme ça, qui sont dans le Works Magnet, c'est juste pour que vous ayez un retour assez, enfin, rapide du travail de curation qui a été mené. Mais par contre, en termes d'indicateurs, on va dire un peu plus stables, on propose plutôt de les avoir dans la partie baromètre. Et donc, ça passe par un envoi de fichiers, etc. Après, Mais quand même, vas-y. pardon, mais quand même, je voulais juste dire que une fois qu'on voit les insights, ils sont exportables, donc vous pouvez faire votre travail et les exporter en PNG et CSV. Mais c'est vrai que dès que vous fermez le navigateur, vous perdez le travail qui a été fait. Donc si vous faites pas d'export, enfin si vous passez pas par l'export BSO, vous n'aurez pas la pérennité de votre travail. Voilà. Et sinon, je vois aussi, voilà, de l'Université de Toulouse, il faut améliorer l'Aurore en premier avant d'améliorer OpenAlex. Oui, tout à fait. Ça, c'est comment dire, c'est un prérequis, quoi, d'avoir des données d'Aurore qui soient le plus fiables et les plus complètes possible avant d'améliorer les choses dans OpenAlex. Puisque finalement, donc ça, c'est sur la discussion des métadonnées d'affiliation. On cherche à lier des affiliations, enfin des signatures de publication vers des ROR. Si le ROR il est partiel ou incomplet ou faux, évidemment, c'est quasiment mission impossible. Donc il y a ce travail-là. Et en ayant en tête aussi que, quand même, sur le moyen terme, on va dire, tout ça sera aussi aligné avec la politique d'identifiant des structures de recherche en France, donc le projet Ernest. L'idée étant que en gros, les labos qui auront un identifiant national français auront aussi un pendant directement d'Aurore et que les deux soient maintenus en synchronicité. Ce qui se passera probablement, c'est qu'on aura un petit peu plus de structures dans le référentiel national, parce qu'on aura probablement besoin aussi d'immatriculer des structures qui ne sont pas directement des structures de recherche, et donc qui n'ont pas forcément vocation à être dans ROR, comme des structures de support ou des choses comme ça. Donc, ça ne sera pas tout à fait le même périmètre à 100%, mais par contre, sur en gros, le gros des structures, il y aura quelque chose de bijectif entre le référentiel national français qui va être construit et ROR. Ah, et puis après, je vois une question sur les infrastructures de recherche. Ah, bah, sujet pas si facile parce que pour le coup, il n'y a pas de vrai référentiel hein, là-dessus. Loin de là. On a produit il y a quelques temps un jeu de données open data sur les infrastructures de recherche, mais qui est loin d'être complet. Hein. Enfin, par exemple, je crois que c'est chez INRAE, ils ont un super référentiel interne. Et au niveau national, on n'a pas l'équivalent. Après, je reviens sur l'erreur. Donc, sur les infrastructures de recherche, bah voilà, le problème, c'est que déjà, en termes de référentiel national, c'est pas, on n'y est pas. Euh, mais bon, néanmoins, donc maintenant, le CCSD a développé l'an dernier la possibilité, enfin, une métadonnée à infrastructure. Donc, c'est possible, quand on dépose dans HAL, de spécifier des infrastructures de recherche. Donc, ça, c'est très bien. Donc, c'est quelque chose que nous, on va essayer de valoriser, mais plutôt dans Scanner, je pense, parce qu'il y en a encore très peu. Je sais, j'ai plus l'ordre de grandeur, mais je crois que c'est 300 notices dans HAL, ou 300 publications dans HAL qui ont une infrastructure de recherche liée, donc c'est pas grand-chose. Donc c'est quelque chose qui est à développer, mais pour l'instant les métadonnées n'existent pas vraiment, on va dire. Et bah, comme toujours, quand les métadonnées n'existent pas ou peu, bah, il faut les créer. Donc il y a toujours deux pistes. Hein. Une première piste, c'est quand on dépose, enfin, quand on crée une nouvelle notice, bah, si la métadonnée peut y être dès le départ, c'est super. Et par contre, pour rattraper tout l'historique, donc toutes les publications jusqu'à présent, nous, ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est du travail sur le texte intégral. Et donc repérer dans le texte intégral des mentions. Alors, on a parlé des mentions logicielles, des mentions de jeux de données. Et ben, il y a aussi un truc sur les mentions d'infrastructure. Mais
Voilà, c'est quelque chose qu'on a dans notre to-do, mais qui est pas en haut de la pile, hein, pour être honnête. Je reviens sur la question d'Alicia. Est-ce qu'on attend qu'Ernest soit mis en place pour améliorer ROR? Euh, Bah, chacun, enfin moi j'ai pas de, comment dire, bon c'est pas la position du ministère, mais en tout cas moi personnellement, bah, je recommande à chacun de faire comme il l'entend. Donc si vous voulez des résultats rapides, à vous de l'améliorer, hein, Aurore. Mais vous pouvez aussi attendre. Je sais pas, Laetitia, si tu veux dire un mot là-dessus, toi? Oui, donc voilà, bon, j'ai répondu rapidement dans le chat, mais l'amélioration du ROR, c'est un chantier qui a été entamé bah, déjà l'année dernière, en fait, hein, avec le fait d'attribuer un ROR à chacune de nos unités de recherche et faire bien attention que voilà, quand il y a des fusions, des scissions, tout soit bien propre dans ROR, que tout soit bien rattaché à l'Université de Lorraine. Faire ce travail, ça nous a permis de nous rendre compte qu'il y avait un des laboratoires qui avait par exemple un ROR qui s'était déclaré parent de l'Université de Lorraine. Donc du coup, dans OpenAlex, ça lui faisait le même nombre de publications que pour toute l'Université de Lorraine. Donc voilà, c'est bien de s'appuyer sur les identifiants parce que ça permet d'avoir tout de suite des résultats comme ça qui ressortent. Donc voilà, on a un ROR pour chaque labo. Et ensuite, là, on est en train de faire un nettoyage par le Works Magnet. Donc, c'est-à-dire que là, Eric vous a présenté la partie, Eric et Anne vous ont présenté la partie constituée un corpus de jeux de données. Mais dans Works Magnet, vous pouvez aussi donc, corriger des ROR, comme on l'a vu dans la présentation au tout début. Et donc voilà, ROR par ROR, on regarde ce qui ressort dans OpenAlex et on corrige. Et voilà, je dois dire que c'est très efficace. On avait un laboratoire qui n'avait pas son ROR depuis très longtemps. Et OpenAX ne réindexe pas tout le temps. Et donc, quand on cherchait avec le ROR de ce labo, on avait zéro résultat dans OpenAlex. Voilà, après le nettoyage via le Works Magnet, maintenant, il y a plus de 350 publications qui sont rattachées à ce labo dans OpenAlex. Donc, l'effet, il est immédiat. Et je dirais même, voilà, si vous faites une présentation d'OpenAlex dans un labo, faites un petit coup de Works Magnet une semaine avant, histoire d'avoir quelque chose de propre. Et je vois qu'il y aura une note du GTSO aussi sur l'Aurore prochainement. Donc, alors, je vois aussi les corrections sur le Works Magnet, alors que les améliorations du ROR sont en cours. Ne constitue-t-elle pas un double travail pour les corrections liées à des erreurs ROR? Alors, pour moi, c'est deux choses différentes, mais là, je laisserai aussi Anne et Eric compléter si besoin. Pour, m- il y a d'abord la première chose, c'est d'attribuer des ROR au laboratoire. Et donc ça, il faut le faire. Personne ne le fera, je pense, à la place des établissements. Enfin, là, je ne veux pas me prononcer, je ne suis pas du tout dans ces groupes de travail, donc je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que voilà, faire cette démarche, avoir des ROR pour les laboratoires, ça, on peut le faire dans ROR. Et ensuite, les corrections dans le Works Magnet, ça va pas avoir un impact sur ROR, ça va avoir un impact dans OpenAlex. L'idée, c'est que pour bien que les choses soient bien rattachées correctement dans OpenAlex, il faut que ce soit d'abord carré du côté du ROR. Donc voilà, pour moi, c'est pas deux travails c'est pas un double travail, c'est un seul et même travail en fait de mise en qualité des données. Euh, voilà, mais que vous avez une autre interprétation, Eric et Anne. Non, je suis d'accord avec toi. Après, voilà, on peut imaginer des cas où l'aurore existe déjà, mais par exemple, il n'a pas de nom en français ou pas de nom en anglais, enfin, je sais pas. Donc, si on améliore Aurore, enfin, juste en rajoutant des alias ou des choses comme ça, peut-être que ça vaut pas la peine en même temps dans le Works Magnet, d'aller lier justement bah, toutes les affiliations où cet alias apparaît avec ce ROR. Ça se fera peut-être automatiquement un peu plus tard par OpenAlex quand ils ont récupéré les nouveaux alias du ROR. Donc, bah, tout dépend voilà, du niveau d'urgence, de priorité que vous avez à améliorer les données d'un labo, par exemple. Si vous voulez que ça aille plus vite, bah, ça vaut la peine de faire les deux. Mais s'il n'y a pas d'urgence, l'idéal, c'est quand même
d'avoir des données ROR à peu près fiables, en tout cas sur le périmètre qui vous intéresse, et ensuite de faire les choses dans le Works Magnet. Je vois pas d'autres questions. Ah, écoutez, je pense... Et ah oui, j'y pense, pour mentionner ça, on est 2 Français à avoir été élus, à l'advisory board d'OpenAlex. Donc Amélie Church de Sorbonne Université et moi. Donc c'est une bonne nouvelle, enfin, je pense, pour la communauté française. On pourra y porter la voix des institutions françaises. Donc en tout cas, si vous avez aussi des remarques ou des choses qui vous chagrinent, que vous voudriez améliorer dans OpenAlex, n'hésitez pas à nous en faire part, à Amélie ou moi, hein, et on sera en capacité de porter ça directement auprès d'eux. Et il y a juste une question dans le chat sur comment on nettoie OpenAlex avec le Works Magnet. Je vais peut-être mettre le lien vers le tutoriel que tu as fait, Eric. Ouais, il est un peu outdated. Mais Ah, moi, je veux bien. On peut se dire qu'on clôt la session maintenant s'il n'y a plus de questions. Et ceux qui souhaitent, je peux faire une petite démo pour nettoyer OpenAlex pour ceux qui restent en ligne, ceux qui le souhaitent. j'arrête l'enregistrement.